pour ne pas vous surprendre, c'est donc de discuter de la violence collective en général et de la guerre en particulier, quelles que soient les difficultés que ça pose évidemment de savoir ce qu'il faut entendre par là, mais j'y reviendrai. Et surtout du point de vue de qu'est-ce qu'on peut dire de l'ancienneté de tout ça. Et donc c'est pour ça que quand on dit les sociétés sans État, c'est en général, mais moi je vais un peu me focaliser sur les chasseurs-cueilleurs et en particulier sur l'Australie pour justement avoir des éléments de ce point de vue-là. Alors, j'ai préparé un joli plan, n'est-ce pas? Donc on commencera par se demander si la guerre est un phénomène tardif, et en tous les cas rappeler qu'il y a des gens qui défendent cette idée-là. Vous présentez en 3 mots l'Australie et pourquoi c'est intéressant quand on s'intéresse aux chasseurs-cueilleurs, ce continent, alors que c'est pas toujours aux Australiens qu'on pense, on a souvent en tête les Bushman, les Inuits, etc. Mais pourquoi les Australiens sont un cas intéressant. Donc là aussi, comme hier, je tue le suspense d'entrée de jeu en disant tout de suite que voilà, les Australiens font la guerre. Il ne faut pas que ça, évidemment, mais ils font aussi ça. Que chez eux, la guerre a un rapport avec la justice, aussi étonnant que ça puisse paraître à nos yeux. Que là aussi, on a des outils exprès pour faire ça, et que l'idée selon laquelle les armes de guerre seraient apparues beaucoup plus tard, et les aborigènes opposent un démenti à ça. Un point qui est important, c'est que les guerres australiennes ne se voient quasiment pas dans l'archéologie. Et c'est évidemment important parce que quand on raisonne après sur l'archéologie d'autres endroits, évidemment, on est obligé de garder ça en tête. Et puis, je conclurai sur à la fois, du coup, qu'est-ce que ça nous dit et ne nous dit pas sur la guerre ancienne, dans notre propre paléolithique, dans notre propre Lascaux, Chauvet, etc. Mais enfin, qui est un petit bout de la planète. Hein. Il y a des paléolithiques, il y en avait partout ailleurs. Hein. Et puis surtout, aussi et surtout, du coup, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? Alors, je ne sais pas si on peut dire politique, philosophique, restons calmes, mais enfin, en tous les cas, disons, voilà, qu'est-ce qu'il faut en tirer et qu'est-ce qu'il faut ne pas en tirer. Voilà. Alors, tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'idée selon laquelle la guerre, c'est quelque chose qui est apparu. Alors, il y a des effets de miroir avec le topo d'hier. Hein. Vous voyez, guerre, domination masculine, etc. On dit, tiens, des fois, c'est marrant, on a l'impression qu'il fait les mêmes phrases, il suffit de changer les mots, mais on retrouve le même genre de raisonnement. Il n'est pas rare du tout, surtout en France et surtout depuis quelques dizaines d'années, j'y reviendrai, que l'idée soit défendue que la guerre, c'est finalement quelque chose d'assez récent dans l'histoire des sociétés humaines. Alors, j'évacue tout de suite un problème. Il y a des gens qui disent la guerre, c'est ce qui se passe entre des États. Alors, évidemment, si vous définissez la guerre comme ça, par définition, il n'y a pas de guerre dans les sociétés sans État, c'est réglé. Mais enfin, vous voyez, du coup, c'est un peu de la triche quand même. Donc, si on dit en gros, je vais le faire à la louche, mais la guerre, ça oppose 2 groupes, c'est un conflit qui oppose 2 groupes, qui est un conflit homicide, et où il y a un des 2 groupes, comme disait Clausewitz, qui veut imposer sa volonté à l'autre. Hein. L'idée, c'est la guerre, ça se gagne. Voilà. Et après, selon ce que vous vouliez au départ, vous imposez votre résultat. Alors, le point extrême, c'est quand vous voulez exterminer l'ennemi. Enfin, il y a des tas de guerres qui ne sont pas des guerres d'extermination, mais on cherche la victoire. Voilà, on cherche à gagner sur l'ennemi. Alors, vous voyez, moi, justement, je ne mets pas l'État dans la définition, parce que par définition, si on se demande s'il y avait des guerres avant, faut pas mettre l'État dans l'équation. En tous les cas, dans un pays comme la France, l'idée que la guerre serait donc quelque chose d'assez récent, alors assez récent, après, il y a des variantes, hein. Il y a des gens qui vous disent, en gros, c'est l'âge du bronze. Alors, donc, une préhistorienne, alors je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais comme Anne Lewerf, en gros, c'est ce qu'elle défend. Hein. La guerre et le guerrier apparaissent à l'âge du bronze. Des fois, on recule un peu avant. On dit, quand même, déjà au néolithique, ça commençait à bastonner sérieux. Donc, Jean-Paul Demoule, Marie-Hélène Patoumati, c'est un peu ça qu'ils disent. Demoule a changé d'avis depuis. Hein. Il l'a dit et il l'a écrit, donc voilà. Mais enfin, à l'époque, c'est ce qui. Vous voyez, le sous-titre de son livre, c'est Quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. Voilà, à propos du néolithique. Et donc voilà, il y a des nuances sur l'époque de l'apparition de la guerre, mais disons, il y a un relatif consensus en France sur le fait que avant le néolithique, avant l'agriculture, avant les
villages, avant la sédentarité, avant les stocks. Enfin, vous voyez, je vous fais un petit tableau comme ça. Il n'y a pas de guerre. En gros, des fois, il y a des gens qui se chicorent par-ci, par-là, parce qu'on est humain et que... Voilà, mais enfin, c'est pas sérieux, quoi. Ça va jamais très loin. Et voilà. Alors, sur quoi cette idée-là repose? En gros, il y a 3 catégories d'arguments. Premier argument, l'archéologie. Si vous fouillez le sol, vous trouvez des restes évidents de batailles, de guerres, de tout ce que vous voulez pour les époques récentes. Enfin, dire que ce soit le Moyen-Âge, l'Empire romain, etc. Voilà, des centaines, des milliers de gens, des fois, avec des boucliers, des épées, des machins, bon ça. Voilà. Et en gros, plus on recule, et moins on trouve de choses. Donc, c'est pas assez fort apparemment, c'est ça? Un petit peu plus fort. Je tourne le bouton. Et là, ça a l'air... est-ce que c'est celui-là? Oui. Ça vous va? Alors, donc l'argument archéologique, en gros, plus on recule, moins on trouve de choses. Donc au néolithique, on va trouver quelques endroits où quand même ça s'est chicoré, enfin je parle du néolithique européen, voilà. Mais on ne trouve par exemple pas d'armes spécialisées. Ouais, on ne trouve pas de bouclier, forcément on ne trouve pas d'épée et de bouclier en métaux, puisque ce n'est pas encore la métallurgie. Voilà. Et puis quand on remonte aux chasseurs-cueilleurs, il y a 2-3 sites par-ci par-là, notamment il y en a 2 en Afrique, en gros moins 10 000. Hein. Et puis après, en gros, plus rien. J'y reviendrai, pas tout à fait plus rien, mais enfin voilà. Donc, argument archéologique, c'est pas compliqué. Vous regardez les traces archéologiques, vous voyez bien que la guerre, ça apparaît tard, la preuve, on la retrouve tard. Deuxième catégorie d'arguments, allons regarder les peuples de chasseurs-cueilleurs. Ces gens-là ne font pas la guerre. Exemple typique, alors on les appelait avant les Bushmen, on les appelle plutôt maintenant les San, ils vivent dans le sud de l'Afrique, là, ceux qui ont vu le film Les dieux sont tombés sur la tête, voilà. Alors eux, c'était vraiment le prototype des peuples de chasseurs-cueilleurs, et puis ils sont tellement gentils, tellement sympas, tellement tout ce qu'on veut, qu'on a même écrit un bouquin sur eux, dont le titre était « Des gens sans méchanceté ». Vous voyez, c'est... Voilà. Donc voilà, les chasseurs-cueilleurs actuels ne font pas la guerre. Bon, c'est quand même un indice sur le fait que les chasseurs du passé ne la faisaient pas non plus. Et troisième argument, si vous réfléchissez, pourquoi voudriez-vous que des gens comme ça se tapent dessus? Dire, nous, on se fait la guerre pour la domination politique, pour les richesses, éventuellement pour des affaires de religion, etc., voilà. Les chasseurs-cueilleurs du passé, ils n'ont pas de structure politique, de commandement, ils n'accumulent pas de richesses et ils s'en foutent. Ils font leur religion, mais enfin voilà. Donc, que voulez-vous? En plus, ils sont dispersés sur le territoire, il y a des densités de population de 1 habitant ou moins au kilomètre carré. S'ils s'embrouillent, ils se séparent. Et puis voilà, je dirais pas on se quitte bons amis. On se quitte pas bons amis, mais enfin voilà. Pourquoi voudriez-vous que des gens comme ça se tapent dessus au point de se faire la guerre, etc. Donc c'est en gros cet ensemble d'arguments-là qui, encore une fois, depuis quelques dizaines d'années, soutient l'idée que la guerre n'existerait pas dans les époques anciennes. Alors là, encore une fois, comme hier... Vous vous doutez bien que, à la manière dont je l'explique, que je vais évidemment apporter quelques contre-arguments à cette présentation. Alors, toujours est-il que si maintenant on s'intéresse au cas de l'Australie, alors, l'Australie, c'est vraiment c'est pour les gens qui s'intéressent aux chasseurs-cueilleurs, c'est la mine d'or, parce que, c'est le plus vaste ensemble de chasseurs-cueilleurs qu'on ait jamais vu, donc déjà rien qu'en... Alors, en surface, l'Australie, c'est 15 fois la France. C'est la taille des États-Unis, en gros, actuelle. Donc déjà, c'est... Voilà. Et en population, c'était peuplé, au moment où les Blancs sont arrivés, donc fin du XVIIIe siècle, exclusivement de chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est un truc unique au monde, parce qu'en fait, partout ailleurs, les chasseurs-cueilleurs qu'on a observés en ethnologie, c'est les gens, ils étaient dans des endroits où il n'y avait pas d'agriculture, où l'agriculture n'était pas possible. Donc vous voyez, les chasseurs-cueilleurs, c'était sur la banquise, au fin fond des forêts vierges, dans les déserts, etc. Bref, là où, je dirais bien, les agriculteurs les avaient poussés, ou en tous les cas où ils leur avaient foutu la paix, mais partout ailleurs, les chasseurs-cueilleurs, ils s'étaient fait ratatiner, ou ils étaient devenus eux-mêmes agriculteurs. Or, en Australie, ce n'est pas le cas. C'est une espèce d'isolat.
Ils ont quasiment jamais eu de contact avec des peuples agriculteurs, un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup impacté. Et résultat des courses, sur cet immense territoire avec des climats relativement variés quand même, eh ben, il n'y avait que des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc voilà. Et en plus, on a sur eux quand même une documentation très très riche d'ethnologues professionnels, mais aussi de voyageurs, de fonctionnaires de la couronne, etc. J'en parlais hier, des naufragés qui se sont retrouvés là, être recueillis dans des tribus. Enfin, on a des milliers et des milliers de documents. Alors, qui ne répondent pas évidemment à toutes les questions qu'on se pose, mais enfin, voilà, on a quand même de quoi faire. Alors, globalement, sans faire des grandes généralités sur l'Australie, ce sont des chasseurs-cueilleurs, comment dire, pur sucre, enfin, vous voyez, qui ressemblent vraiment à ceux qu'on a en tête. Donc, ils ne sont pas sédentaires. Des fois, ailleurs, il y a des chasseurs-cueilleurs qui sont sédentarisés. Ailleurs, des fois, il y a des chasseurs-cueilleurs qui sont un peu éleveurs. Vous voyez, ils ont des chevaux, genre les Indiens d'Amérique, dans les westerns, etc. Ils ont quand même des chevaux. En fait, c'est plutôt des éleveurs. Voilà. Eux, ils ont le dingo, mais le dingo, c'est une espèce de demi-chien, même pas vraiment domestique. Enfin, voilà, et c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'accumulent pas de richesses. Ils ne se servent pas des biens matériels pour régler des problèmes dans leur société. Voilà, c'est vraiment la société, comment dire, j'allais dire débarrassée, non, qui n'a pas encore eu l'arrivée de tout ce qui va donner plus tard, la monnaie, le commerce, etc. Voilà, un petit bout de commerce, de troc, de rien du tout, mais voilà. Question technique, ils sont vraiment spéciaux ces gens-là. C'est le seul endroit du monde où l'arc n'existe pas. Donc les chasseurs-cueilleurs australiens n'utilisent pas l'arc. Ils utilisent beaucoup la lance. Alors ici, vous le voyez peut-être, ceux qui arrivent à distinguer quelque chose, en particulier dans un certain nombre d'endroits, avec cette espèce de petit bâton, là, enfin de bout de bois là, qui tient au bout et qui s'appelle un propulseur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce machin-là. Pour peut-être certains d'entre vous ont joué quand ils étaient petits à la flèche polynésienne. On fait ça avec un lacet, etc. En fait, ça fait un bras de levier. Et ça vous permet de démultiplier la puissance de votre tir, etc. Et c'est ce qu'on appelle du tir mécaniquement assisté, et c'est un système antérieur à l'arc, voilà. Et eux, ils n'ont jamais eu l'arc. Les papous sont arrivés avec l'arc, puis non, les Australiens ont dit non, ça marche. On préfère nos propulseurs, ça marche beaucoup mieux. Et voilà. Des fois, il y a des endroits où on lançait à la main, voilà. Ce qu'ils ont évidemment, alors ils ont des tomahawks, ils ne sont pas très tomahawks, mais ils ont des gourdins, on y verra. Et évidemment, le fameux boomerang que vous voyez là dans sa main gauche, qui est donc en fait un bâton qui fait du vol plané, rotatif. Hein, donc c'est un machin que vous lancez. Vous voyez. Alors le coup, au passage, hein, les boomerangs qui reviennent, c'est 5% des boomerangs. Hein, ça n'a d'intérêt que pour s'amuser ou pour éventuellement effrayer les oiseaux quand vous avez tendu des filets. Mais à la chasse, et j'y reviendrai au combat, le boomerang en vol qui fait un vol comme ça, aller viser quelqu'un avec ça, c'est absolument impossible. Donc en fait, il y a des boomerangs qui ont des vols droits, hein, enfin, qui partent comme ça, mais droits. Donc voilà. Alors, les Australiens, est-ce qu'ils font la guerre? Moi, pourquoi je me suis intéressé à ce truc-là? D'abord parce que comme tout le monde, je lisais partout que la guerre, ça n'existe pas avant le néolithique, voire avant l'âge du bronze, etc. Et qu'en bouquinant sur l'Australie, notamment sur la question des femmes, quand même, de temps en temps, j'étais tombé sur des récits où, pour des gens qui ne font pas la guerre, je trouve que quand même, ils sont parfois un peu rudes. Hein, voilà. Et donc, je me suis dit à un moment donné, il y a l'air d'avoir de la documentation, je vais en avoir le cœur net, je vais essayer de chercher tous les documents qui attestent de combats entre groupes. Vous voyez, je n'ai pas dit de guerre, hein, juste deux groupes qui se rencontrent pour se taper dessus. Voilà. Et chaque fois que j'ai un témoignage qui mentionne ça, hop, je le note. Puis en plus, après, je classe, je fais des catégories, j'essaye de m'y retrouver là-dedans, etc. Alors, je suis parti à creuser. Alors, des fois, quand vous faites de la recherche comme ça, vous dites, en fait, mauvaise idée, je trouve pas grand-chose, et puis vous passez à autre chose. Et là, coup de bol, il y avait beaucoup de choses, en fait. Et j'ai trouvé 215 ou 216 mentions de combats entre groupes. Ce qui est, alors évidemment, ce n'est pas des milliers, mais enfin, voilà, c'est pas 2 ou 3, quoi. Je veux dire, ça permet quand même déjà de faire des stats. Puis après, il y a des collègues qui, des fois, m'ont aidé en me signalant des trucs que j'avais pas vus. Voilà. Alors, j'en ai fait une base de données et j'en ai même fait une carte.
Alors, je vous passe le détail. Bon, chaque petit point correspond à un combat qui est raconté avec plus ou moins de détails. Ça, il y en a, j'ai tous les détails, il y a 3 lignes, hein, c'est, bon, voilà. En gros, ce qui est important ici, c'est que la couleur des points dit le nombre de morts, tel que j'ai pu l'estimer. Alors des fois c'est très précis, hein, il y a eu 4 morts, 2 blessés graves, etc., etc. Des fois c'est plus à la louche, plusieurs, beaucoup, voilà. Moi j'ai systématiquement fait les estimations, il y a d'après les organisateurs et d'après la police, moi j'ai toujours pris d'après la police. Hein, donc en cas de doute, j'ai toujours fait fourchette basse, pour pas prêter le flanc à il y a eu exagération, il a gonflé les chiffres, etc. Hein, voilà. Alors ça donne ça. Donc j'ai 216 événements, et si je classe, j'ai fait des catégories par nombre de morts estimés. Alors évidemment les catégories ont quelque chose d'arbitraire, hein, dire pourquoi 1 ou 2, pourquoi pas 3, voilà, mais enfin c'est en gros pour dire il y a des moments où les gens se battent et ça fait pas du tout de morts. Et j'y reviendrai, ça fait pas du tout de mort exprès. C'est quand même un truc de dingo, quoi. Les gens se battent pour pas se tuer, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon. Il y a des moments où ça fait un petit peu de mort, mais on voit bien que voilà, c'est qu'un petit peu. Et puis il y a des moments où ça commence à en faire pas mal. Et notamment pas mal. Alors je me suis dit qu'à partir de 10, pour des groupes de chasseurs-cueilleurs, donc pour donner une idée, hein, en Australie, il y a à peu près 500 tribus. Enfin, je dis il y avait. Chaque tribu, c'est en gros 5 à 600 personnes. Quand on parle d'une tribu en Australie, c'est quand même pas bien grand. Et c'est une langue. Hein. Donc vous voyez, une langue, c'est 500-600 personnes. Et en gros, votre tribu, souvent, elle est découpée en une dizaine de groupes de 50 personnes qui ont évidemment des interactions, etc. Mais vous vivez rarement à 500 en même temps, sauf à quelques périodes de l'année où les ressources sont particulièrement abondantes dans un endroit donné. Mais la taille du groupe, la majorité du temps, c'est plutôt 50. Voilà. Quand vous commencez à avoir plus de 10 morts, vous voyez, on parle aujourd'hui de Gaza, du génocide, etc. Alors sans faire de la comptabilité macabre, le pourcentage de la population qui a été tuée à Gaza est bien inférieur à 10 sur 50. Et on va pas le regretter, hein, c'est pas la question, mais voilà. Là, quand vous avez un groupe d'une cinquantaine de personnes qui perd 10 personnes, vous voyez, c'est absolument considérable. Alors, je dis 10 et des fois c'était plus. Hein. Alors, vous voyez, ça donne donc cette physionomie où on se dit, ben, ils ne se battaient pas toujours pour faire beaucoup de morts. Manifestement, il y a des circonstances où on se bat de manière relativement anodine, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, voilà. C'est probablement pas de la guerre. Et puis quand même, 50 occurrences où il y a eu plus de 10 morts. C'est pas 2 ou 3, quoi. C'est 50. Et même si on en élimine quelques-unes, parce que le témoignage, il est quand même un peu douteux, il y en a hein, dans la bande où vous dites, les mecs, ils racontent ça, mais bon, voilà. Globalement, à mon avis, ça ne fait pas un pli. La réalité de ces affrontements, à titre global, elle n'est pas contestable. Oui. Sur quelle période, par exemple? Alors, la période, bah, c'est 1788, le dernier qu'on a, je crois que c'est 1950. Si vous voulez, en gros, la colonisation de l'Australie par l'État australien se fait à partir du sud-est. Hein, donc les premiers établissements, c'est 1788, c'est une colonie pénitentiaire à Melbourne, là, tout en bas. Et puis après, la présence étatique remonte peu à peu. Et en gros, au début du XXe siècle, il y a quelque chose qui ressemble à de l'État, y compris dans le Nord. Aujourd'hui encore, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'Australie actuelle, mais enfin, aujourd'hui encore, si vous allez dans le Cap York, c'est-à-dire l'espèce de grand doigt là, qui est au nord-est du continent, je crois que la présence de l'État australien, c'est quand même un truc... on ne le voit que de très loin. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est un peu la pampa quand même. Mais voilà. Donc les derniers témoignages, alors je dis pas de guerre, mais de combat, c'est 1950, voilà, de combat collectif. Et depuis, l'État colonial a complètement arrêté ce genre de truc. Et il y a quelques témoignages, pas beaucoup, qui se passent avant 1788. Parce que c'est des aborigènes qui, par exemple, au début du 19e siècle, ils disent du temps de mon grand-père, il s'est passé tel truc, etc. Alors justement, ça pose la question de savoir, est-ce que ce qu'on voit, c'est, comment dire, un truc typique, enfin, qui naît de ces sociétés-là elles-mêmes, ou est-ce que c'est un contre-coup de la colonisation ? Par exemple, en Amérique du Nord, l'arrivée des Blancs a
sinon créé les guerres, elle ne les a pas créées, mais manifestement, elle les a beaucoup renforcées, parce qu'on s'est mis à faire du commerce de peau, etc., que les tribus indiennes se sont battues pour avoir le monopole des routes commerciales, etc., etc. Donc, se pose là la question de se dire, est-ce que ce qu'on voit, ça nous dit quelque chose de comment les gens vivaient avant que les Blancs arrivent, ou est-ce que c'est le pur sous-produit de la colonisation? Alors, à mon avis, il n'y a pas photo. Ça ne peut pas être le produit de la colonisation, et même pas un peu en réalité. Alors, pour deux raisons. La première, j'y reviendrai, c'est la première, j'y reviendrai pas. La première, c'est la temporalité. Donc tout ça, ça se passe quand même assez vite, hein, c'est sur un siècle et demi, et en réalité, dans chaque endroit, en gros, dès que l'État arrive, en quelques années, c'est plié, tout ça, c'est fini, les aborigènes n'ont plus le droit de se battre, etc. Donc, si avant, ils ne se battaient pas, et qu'ils s'étaient mis à se battre parce que les Blancs étaient arrivés, on aurait des témoignages d'aborigènes qui diraient du temps de mon grand-père, etc., on vivait en paix, ça se passait bien, etc., et à un moment donné, on sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi, ça a été l'enfer, on s'est mis à tous se taper dessus, etc., jusqu'à ce qu'on nous l'interdise. Personne n'a jamais raconté une histoire comme ça. Au contraire, tous les aborigènes qui en parlent disent, de tout temps, les machins, là, les bouloum, on n'a jamais pu les saquer, c'est nos ennemis héréditaires, on se tapait dessus avec, etc., etc. Et il y a même des mythes que la guerre vient avec l'origine du monde, etc. Enfin bon, bref, personne ne présente ça comme un truc qui serait arrivé récemment, et au contraire, tout le monde présente ça comme quelque chose que ces sociétés ont toujours vécu. Et puis, deuxième catégorie d'arguments, si les affrontements australiens avaient à voir avec la présence des Blancs, on s'attendrait à trouver des conflits autour de routes commerciales, des conflits pour être, disons, l'interlocuteur privilégié de la puissance coloniale, éventuellement des conflits territoriaux parce que les Blancs auraient poussé tout le monde et que du coup ça aurait... Voilà. Eh bien, on trouve rien de tout ça. Et je vais y venir dans un instant, les motifs des conflits aborigènes tournent autour de choses qui n'ont rien à voir, manifestement, avec la présence des Blancs. Alors justement, quels sont ces motifs? Alors là, c'est pareil. C'est un tableau un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le truc, alors on peut évidemment, c'est compliqué les motifs, parce qu'il y a les motifs que les gens disent, il y a les motifs qui disent, mais qu'en fait, il y a le vrai derrière, et puis il y a celui dont ils ne seraient même pas conscients. Enfin, vous voyez, puis il y a des niveaux, enfin, je ne sais pas si on discute quels sont les motifs de la guerre de 14. Vous pouvez dire l'assassinat de l'archiduc Trucmuche Bidule, là je ne sais plus son nom. Vous pouvez dire le jeu des alliances qui faisait que tout le monde était coincé. Vous pouvez dire la course à la conquête coloniale. Vous pouvez dire le capitalisme. Vous pouvez dire l'État et les sociétés de classe. Tout ça c'est vrai. C'est à des niveaux différents d'abstraction du yato, quoi. Voilà. Donc moi j'en reste pour l'instant juste à... Qu'est-ce que les gens disaient sur pourquoi ils sont allés se battre? Voilà. Donc on est d'accord que ça n'épuise pas la question, mais enfin ça donne déjà une première indication. Alors en gros, il y a deux grands motifs. Alors si je parle de la colonne de gauche, celle qui est en noir, alors j'ai pas les informations pour les 216 événements. En gros, j'ai la moitié. Dans la moitié des cas, les sources disent ils se sont battus à cause de ça, ou nous sommes battus à cause de ça. Alors, gros poste de contentieux, les droits sur les femmes. Alors, l'Australie, je ne refais pas le topo d'hier, continent marqué par une forte domination masculine, et par, si vous voulez, tout ça, c'est pas, c'est pas informel, le mec le plus costaud, il prend la femme qu'il veut, il la ramène chez lui, etc. Enfin voilà, c'est très organisé, il y a tout un droit autour de ça. Vous avez des structures de mariage extrêmement compliquées sur lesquelles les anthropologues se grattent encore la tête aujourd'hui pour essayer d'y comprendre quelque chose. Il y a des fois des engagements absolument incroyables où des filles sont promises en mariage avant même d'être nées. C'est-à-dire qu'on va faire une cérémonie entre un petit garçon de 7-8 ans et une petite fille de 7-8 ans. Et à partir de maintenant, la petite fille de 7-8 ans est la belle-mère du petit garçon. Ça veut dire que toutes les filles qu'elle aura
quand elles seront en âge de se marier, deviendront les femmes du petit garçon en question. Et qu'en attendant, le petit garçon doit lui fournir une partie de sa chasse, etc. etc. Donc vous voyez, des trucs, c'est pas du tout, comment dire, informel, etc. Et vous verrez que les Australiens, ça a beau d'être des chasseurs-cueilleurs, ils font des choses super chiadées, super élaborées, avec des règles de droit extrêmement compliquées. Voilà, c'est pas parce qu'on est des chasseurs-cueilleurs qu'on est des sauvages. Hein, voilà, donc, grand poste de contentieux, les droits sur les femmes. Alors voilà, telle fille était promise en mariage et puis finalement ils l'ont donnée à un autre, etc. Et puis il y a des cambriolages. Hein, comme il y a de la polygamie, c'est des fois extrêmement développé. C'est les vieux qui monopolisent en gros les femmes. Hein, donc, australiens, en gros, jusqu'à 30 ans, enfin, ça dépend des tribus, mais enfin, jusqu'à 30 ans, quand vous êtes un mec, vous faites ceinture. Vous voyez, entre 30 et 40, vous pouvez espérer marier des veuves, etc., etc. Et à partir de 40, si vous êtes bien débrouillé, vous commencez à avoir des épouses. Et les épouses, elles ont 12-13 ans au moment où vous commencez à les avoir. Enfin, ouais, c'est bon. Donc, ça crée des frustrations. Et donc, les jeunes... de temps en temps, ils se disent, bon allez, on va aller choper une femme dans la tribu d'à côté, et comme ça, ça sera la nôtre. Donc il y a du cambriolage. Alors les vieux voient ça pas toujours d'un bon oeil, parce que les jeunes qui font trop d'embrouilles comme ça, aller piquer les femmes dans la tribu d'à côté, les mecs de la tribu d'à côté, des fois ils reviennent, ils disent comme ça commence à bien faire, etc. Et ça fait des ennuis. Donc vous voyez, ça fait aussi des tensions entre les vieux et les jeunes. Enfin, voilà. Il y a un film qui est très très bien sur l'Australie aborigène, ça s'appelle 150 lances, 10 canoës et 3 épouses. Je crois qu'on le trouve maintenant sur YouTube, etc. Et c'est un récit qui se passe entièrement à l'époque aborigène, raconté par les aborigènes, etc. et qui illustre ce genre de situation. Bref, les combats pour les femmes. Deuxième gros poste d'engueulade, les vengeances. On est dans une société sans État. Ça, c'est super important. Donc, on nous a tous appris à l'école. 1, la justice, c'est le contraire de la vengeance. 2, on ne se fait pas justice soi-même. Donc, quand on a un problème, on va voir la maîtresse, le commissariat, qui vous voulez, une autorité, et c'est l'autorité qui dira qui a raison, qui a tort, la sanction éventuelle, etc. Ça, c'est typique des sociétés à État. Quand vous êtes dans une société sans État, où il n'y a ni maîtresse, ni école publique, ni commissariat, ni juge, non seulement vous pouvez vous faire vengeance vous-même, mais vous devez vous faire vengeance vous-même, sinon personne ne va le faire à votre place. Et si ça commence à savoir que vous ne vous faites pas vengeance vous-même, vous êtes un moins que rien, les femmes vous traitent comme le dernier en disant mais qui m'a foutu une mauviette pareille, qui c'est qui va nous protéger avec des gens comme toi, etc. etc. Bref, très forte pression sociale, vous devez faire valoir vos droits vous-même. Voilà. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un vient vous buter, quelqu'un de votre famille, de votre clan, de votre groupe, etc., normalement, vous êtes censé rassembler un peu de monde et aller buter quelqu'un en face pour dire, le œil pour œil, dent pour dent, j'y reviendrai. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en Australie, il n'y a pas de mort naturelle. Ça n'existe pas. Les gens qui meurent, il y a forcément une raison, et la raison, c'est qu'un sorcier ou un medicine man, appelons-le comme on veut, etc., d'une tribu ennemie, lui a jeté un sort. Donc quand Pépé tombe de l'arbre, c'est pas parce qu'il était trop vieux pour y grimper, rigolez pas, on l'aimait bien Pépé. Voilà. Et donc, c'est parce que... Alors vous voyez que du coup, ça ouvre quand même la porte à un certain climat. Parce que, ok, quand vous butez quelqu'un, on a le droit de venir se venger et de vous tuer, alors vous ou quelqu'un de votre groupe, parce que la responsabilité est vite collective. Mais ça veut dire aussi que même quand vous avez buté personne, on peut quand même venir vous voir en disant tu nous as buté quelqu'un par sorcellerie. Je jure que c'était pas moi. Ouais, c'est ça, crac. Je vois que ça vous fait rire. Bon, alors, blague à part, les autres motifs, vous voyez, sont très rares. Et derrière les autres motifs, c'est compliqué de savoir si c'est pas un peu des prétextes. J'ai 3 cas de violation de territoire. C'est pas beaucoup, hein. Vous voyez, on pense toujours, les mecs, ils vont s'engueuler sur les territoires. Bon. Et est-ce qu'on se bat parce qu'on a violé le territoire, ou est-ce qu'on viole le territoire parce qu'on a l'intention de se battre? C'est pas toujours clair. Pareil, un des plus gros massacres qu'il y ait eu, c'est un leader, c'est pas un chef, un leader religieux
qui a été accusé par l'autre groupe d'avoir fait une faute pendant la cérémonie. Alors ça, en Australie aborigène, j'aime autant vous dire que ça rigole pas. C'est pas un truc avec... C'est un peu des intégristes. Hein, voilà. Donc, ils ont massacré 70 personnes avec ça. Est-ce que le mec avait vraiment fait une faute, ou est-ce que en fait les gars avaient un vieux compte à régler et ont saisi n'importe quel prétexte au besoin en inventant la faute, etc. Évidemment, le récit ne le dit pas. Donc, voilà. En tous les cas, ce qui est deux choses donc, qui dominent, c'est les deux grands motifs qui, vous voyez, n'ont rien à voir avec la colonisation. C'est les droits sur les femmes et les vengeances. Et c'est la colonne de droite en rouge, quand on s'intéresse aux bastons qui ont fait le plus de morts, les proportions s'inversent. Et c'est la vengeance qui devient le motif principal. Et à ça, il y a une raison assez simple, c'est qu'en général, les gens avec qui vous avez des embrouilles autour des femmes, c'est les gens avec qui vous avez des relations. Bonnes, pas trop mauvaises, etc. Mais c'est vos voisins, etc., avec qui vous entendez pas trop mal. Donc, quand il y a une embrouille, assez souvent, je vais y venir, on va trouver des moyens de se taper dessus qui ne sont pas la guerre et qui ne font pas trop de dégâts. Par contre, quand vous accusez quelqu'un de vous avoir tué ou d'avoir lancé de la sorcellerie, en général, c'est des gens avec qui vous avez des relations assez mauvaises, voire déplorables. Et là, ça va avoir tendance tout de suite à se régler, comment dire, avec les grands moyens. Alors, ah oui, j'ai pas dit un truc là. Personne m'a relevé ça, mais dans les motifs, il y a un cas de prélèvement de graisse rénale. Alors, le prélèvement de graisse rénale, ça se fait couramment. Hein. Je veux dire, vous allez vous battre, vous avez tué quelqu'un, bah, vous ne repartez pas les mains vides, vous le découpez, vous lui enlevez sa graisse rénale. Il n'y a qu'un endroit où j'ai vu qu'on y allait pour ça. Alors vous allez me dire pourquoi. Je vois votre étonnement. Quand même, je suis étonné que vous ne sachiez pas que la graisse rénale, quand vous en enduisez les armes, ça les rend beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, et quand vous vous badigeonnez avec, vous pouvez aller au baston tranquille, il ne va rien vous arriver. Je m'étonne qu'on ne vous ait pas appris ça, mais... Alors, les chasseurs-cueilleurs donc australiens, non seulement font des choses super élaborées en termes de mariage, de relations de parenté, de choses comme ça, mais quand je dis super élaborées, vous imaginez pas à quel point il y a des mathématiciens, des anthropologues qui se cassent la tête pour comprendre comment ça marche la parenté australienne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc d'une complexité. C'est pas parce qu'ils écrivent pas et qu'ils n'ont pas une grosse technologie. Voilà. Les cérémonies religieuses, les mythes et tout ça australiens, je vous jure que ça n'a rien à envier au faste de Saint-Pierre de Rome, au mystère de la Sainte Trinité, etc. Il y a moins de moyens matériels déployés pour ça. Encore que, on fait des fois des cérémonies religieuses qui durent des semaines entières. Voilà, on se met des plumes, on se déguise, on se fait des trucs des fois un petit peu violents au niveau corporel, j'en dirais peut-être 3 mots. Bref, tout ça est extrêmement complexe, extrêmement élaboré. Voilà. Et bien c'est pareil quand on a des embrouilles, c'est des sociétés, alors on en discutait hier, je ne sais plus avec qui, mais elles n'ont pas de droit écrit évidemment, mais elles ont un droit. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on ne fait pas, et quand on ne fait pas bien, il y a ce qui est prévu comme sanction, etc., etc. Et tout ça est extrêmement chiadé. Voilà. Alors, parmi les moyens, donc, les différents moyens de régler des conflits en Australie, alors, quand il y a des conflits inter-individuels, très classique, le duel. Donc, chacun part à égalité d'armes. Il y a des gens autour qui surveillent qu'il n'y a pas de coups interdits, etc. Et en général, les duels s'arrêtent. Ce n'est pas des duels à mort, hein. C'est pas le truc du film gore du Moyen-Âge, etc. Enfin, au Moyen-Âge, il n'y avait pas que dans les films qu'ils en faisaient des duels à mort, ils en faisaient vraiment. Mais là, en général, ce n'est pas des duels à mort. Cela dit, on vous raconte que, par exemple, les mecs se battent au couteau à pierre, etc. Les mecs ont des estafilades qui vont du genou jusqu'à l'aine. Vous voyez, enfin, des trucs, c'est quand même viril. Hein, voilà. Donc là, c'est une représentation qui date de 1811. Vous voyez, donc c'est vraiment des gens qui ont gardé des témoignages comme ça. Un truc plus récent, une photo plus récente dans un autre coin, où là, on y va au Gourdin. Ça, c'est une photo du début du XXe siècle, etc. Donc le duel. Et le duel, ça concerne aussi les femmes. Les femmes aussi règlent leurs différends à coups de bâton.
et, comment dire, coup de bâton, quoi. C'est pas... fait pas semblant. Alors, châtiment corporel, qui peut aller jusqu'à la peine de mort. Donc il y a la version juste on vous punit par châtiment corporel, et il y a la version vous avez fait alors, peine de mort. Attention, c'est pas la même chose que la vengeance. Hein. La peine de mort, c'est vous avez fait une faute contre la collectivité. Pas, vous n'avez pas embrouillé quelqu'un, vous avez fait une faute contre la collectivité. Et pour ça, la collectivité décide de vous mettre à mort. En gros, en Australie, il y a deux motifs de peine de mort. C'est un, l'inceste. Alors, sachant que l'inceste, c'est pas comme chez nous, c'est pas j'ai couché avec ma sœur ou avec mes enfants. Hein. La tribu est répartie entre 4 groupes. Chaque membre d'un des 4 groupes n'a le droit d'avoir des relations sexuelles qu'avec les membres de un des autres 3 groupes. Et avec les 2 autres, c'est inceste. Vous voyez, c'est des règles très différentes des nôtres et très compliquées. Et là, on rigole pas avec ça. Hein, et surtout, il y a des groupes considérés comme particulièrement proches. Alors là, si vous faites inceste là-dedans, on ne ferme pas les yeux. Voilà. Deuxième catégorie de peine de mort, j'y ai fait allusion, c'est tout ce qui concerne la religion. Donc soit vous faites une faute religieuse pendant une cérémonie, alors là, j'aime autant vous dire que ce n'est pas une bonne idée. Soit même, j'y ai fait allusion hier, vous êtes un enfant ou une femme, donc non initié, et vous tombez sur un objet sacré, planqué dans un coin où vous n'étiez pas censé aller, et des fois vous passez à moins de 100 mètres de l'objet sacré, etc., et vous avez beau dire je ne l'ai pas fait exprès. Alors ça, le côté de j'ai fait exprès, j'ai pas fait exprès, c'est pas du tout dans le trip australien. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. On s'en fout complètement de savoir si vous le... Bon. Donc, pareil, quand vous blessez quelqu'un, c'est pareil si c'est intentionnel ou pas intentionnel, c'est le même tarif. Hein. Donc voilà, ça c'est les 2 motifs de peine de mort. Alors, châtiment corporel, des fois, ça peut être une substitution à la vendetta, genre ils nous ont tué quelqu'un, alors comme c'est des copains, on va pas les buter, on va pas buter le coupable, mais on va lui faire un truc bien, c'est le cas de le dire, bien saignant, etc. Alors, comment on tue les gens? En gros, il y a 2 méthodes. Première méthode, un grand coup de bâton sur le crâne, ça c'est plutôt dans le nord-est. Et partout ailleurs, on vous enfonce une lance, généralement barbelée. Alors, pour vous tuer, on s'en fout qu'elle soit barbelée, on vous l'enfonce là en haut de la cuisse derrière, et on vous perce l'artère fémorale, et voilà. Si on veut juste vous faire, ceux qui ont mal au cœur, c'est pas fini. Hein. Si on veut juste vous faire châtiment corporel sans vous tuer, on prend une lance barbelée, on vous perce la cuisse, tout pareil, on fait ressortir de l'autre côté, sans toucher l'artère fémorale. C'est un métier. Voilà. Et par contre, on va employer des lances barbelées. Alors, barbelées. Vous voyez qu'on a même des exemples où elles sont barbelées dans les 2 sens. Voilà. Pourquoi barbeler dans les 2 sens? C'est que si vous la barbelez uniquement vers l'avant, je craque, vous embrochez le mec. Après, vous lui dites, c'est bon, maintenant tu te démerdes. Il va scier le bout qui dépasse, et il va faire ressortir la lance par l'autre bout, et voilà. Si vous barbelez dans les 2 sens, c'est aussi embêtant à sortir par l'avant que par l'arrière. Je parlais hier de Narcisse Pelletier, là, le mousse vendéen qui s'est retrouvé 17 ans dans une tribu, etc. Il décrit ça absolument parfaitement. Et où après, vous êtes obligé les gens, découper le muscle à la pierre pour pouvoir extraire la lance, etc. Bon. Le rapport à la douleur est globalement pas le même que chez nous. Hein. Non mais faut se rendre compte que les gens étaient endurcis à supporter des trucs qui nous semblent absolument hallucinants dès le plus jeune âge. Et tous les colons anglais, même les plus méprisants, même tout ce que vous voulez, n'arrêtent pas de dire c'est dingue ce qu'ils arrivent à encaisser. N'importe quel blanc serait depuis longtemps tombé dans les pommes, aurait hurlé de douleur, etc. Et les autres, ils ont l'air d'avoir même pas mal alors qu'ils ont la moitié du crâne enfoncé, etc. Alors, autre châtiment, alors ça c'est toujours bien rigolo, il y en a un exemple dans le film dont je vous parlais là, 150 lances. Voilà. Donc le gars que vous... Alors ça c'est pareil, hein, peinture de 1814, donc vous voyez c'est vraiment un truc observé très tôt. Le gars que vous voyez à droite là, il tient un bouclier. Alors lui il a fait une connerie, hein. Il a fait quelque chose de pas bien,
il a peut-être couché avec, il a peut-être fait l'adultère en piquant la femme de quelqu'un, peut-être il a blessé quelqu'un un peu gravement, peut-être même il a tué quelqu'un, enfin vous voyez, après ça va dépendre, etc. Les gens qui sont en face à gauche, là, qui ont des lances, c'est le membre des victimes. Alors peut-être la victime elle-même si elle n'est pas morte, mais en tous les cas ses parents, qui sont donc là pour punir celui qui a fait la bêtise. Et puis tout autour assis, là, c'est le reste du groupe qui surveille que tout se passe dans les règles, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'on a décidé à l'avance qu'on se mettait à telle distance, que chacun aurait tant de lances, etc., etc. Et vas-y, on lance ça sur le mec, alors soit les uns après les autres, soit tous en même temps. Et celui qui est là, il essaye d'éviter et de s'en sortir le moins mal possible. Alors, avec des fois des variantes, du genre, si à la fin il est indemne, et quand même, on lui met la lance dans la cuisse parce que c'est la peine planchée, vous voyez, Alors, vous voyez que, donc du coup, vous voyez qu'il y a un côté, alors j'allais dire loterie, c'est pas loterie, parce que ça dépend de l'habileté à la fois de celui qui se défend, et voilà. Nous, avoir ça dans notre droit pénal, on trouve ça que dans les dystopies. Vous voyez, il y a eu des condamnés à mort, ils doivent s'échapper, et puis les autres leur courent derrière, puis si le mec il arrive à aller jusque-là, et c'est bon, il a la vie sauve, sinon, etc. Donc ça dans les dystopies. Mais vous diriez, nous on a ça dans notre société, vous me regarderiez avec des grands yeux ronds en disant, mais on n'est pas des barbares, on n'a pas ça. Alors, téléphone qui sonne. On n'a pas ça dans notre société, dans notre droit pénal. Mais on a ça plein dans notre société, dans notre droit sportif. Dans n'importe quel match de foot ou de rugby, ou etc., quand une équipe fait une faute, l'arbitre va organiser comme ça une situation où l'équipe fautive va devoir se défendre dans une situation défavorable, et puis advienne que pourra. Genre au foot, on fait un penalty. A priori, c'est plutôt bien parti pour ceux qui ont le penalty et mal parti pour ceux qui doivent essayer de l'arrêter. Mais après tout, si le tireur est mauvais ou que le goal est particulièrement bon, ils ont une chance. Et vous voyez que ce que nous, on fait dans notre droit sportif et qui nous semblerait totalement aberrant dans le droit pénal, eux, ils le font, ils trouvent que mettre un peu de sport dans le droit pénal, finalement... Alors, comme je disais, des fois, œil pour œil, dent pour dent, vous nous avez tué quelqu'un, on tue quelqu'un, voilà, et puis comme ça on est quitte, voilà, et ça s'appelle, alors, ces processus comme ça qui des fois s'enclenchent, et puis des fois ça s'arrête là, hein. Ok, vous nous aviez tué quelqu'un, ils nous ont tué, enfin, on leur avait tué quelqu'un, ils nous ont tué quelqu'un, c'est de bonne guerre, ok, on s'arrête là, on devient copain. Puis des fois ça s'embrouille. Parce que, mais non, vous avez tué personne. Donc le mec que vous venez de nous tuer, vous n'aviez pas le droit. Donc nous, on vous en retue un. Puis les autres vont dire, non, on était quitte, mais là, vous nous en retuez un, ça va pas, on va vous en retuer un. Et on part dans des chaînes de vengeance qui sont connues, juste fini, sous le nom de vendetta. Voilà. Les anglo-saxons appellent ça le feud. Les historiens médiévistes appellent ça la fed. Mais enfin, vous voyez, c'est tout le même truc. C'est je t'en tue un, tu m'en tues un, je t'en tue un, tu m'en tues un, parce qu'on veut équilibrer les comptes, mais on n'est pas d'accord sur les comptes. Voilà. Question. Oui, c'est juste qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Là, a priori, l'assassinat de compensation, c'est entre deux tribus distinctes. Il n'y a pas de règle. Ça peut être entre deux groupes. Non, mais voilà. Alors, au sein d'un groupe, trop restreint, ça se fait pas. Voilà. Après, je vais y revenir. Les précédents, ça avait l'air d'être au sein d'un même groupe de gens qui se connaissent et qui Alors, restent ensemble. Si tu veux, là, enfin, je vais en parler tout de suite, mais en gros, la base de l'affaire, c'est la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent, machin. Mais ça, il va y avoir ensuite une modulation selon les relations qu'on entretient avec les gens. Et donc, quand c'est au sein de ton groupe, ou alors avec un groupe avec lequel tu es bien copain, etc., on va quand même atténuer. Donc, c'est là où pas tout à fait œil pour œil, quoi. Alors, c'est là où, par exemple, tu nous as tué quelqu'un, bon, c'est pas bien, allez hop, on te perce la cuisse et c'est bon. Ou on fait un truc comme ça, comme le machin que j'ai montré avant. Et si inversement, tu n'es vraiment pas copain avec les gens, là, c'est pas œil pour œil, c'est pour un œil, les deux yeux, etc., etc. Donc, il y a des modulations, alors, qui se font soit au sein de la tribu, entre tribus, puis en plus, le problème du mot tribu, c'est qu'il y a des endroits en Australie, on voit bien ce que c'est, il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus... voilà. Donc, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est en fonction de ton degré de proximité sociale,
soit tu as plutôt tendance à atténuer le bazar, soit au contraire, éventuellement, ça va avoir plutôt tendance à escalader. Mais j'y reviendrai. Alors, ça, c'est donc un groupe de vengeurs. Ça se passe dans le désert central australien. Et j'ai promis de dire un mot particulier à cet égard. Voilà. Donc là, les mecs se sont groupés pour aller buter 1, 2, 3 personnes en fonction de ce qu'ils estiment être la dette de sang du groupe, etc. Alors, on est dans une société sans État, donc les mecs qui sont dans le groupe, personne ne les a obligés à être là. Il n'y a pas la conscription, il n'y a pas le service militaire obligatoire, il n'y a pas la mobilisation, il n'y a personne qui vient vous taper dessus ou je ne sais pas quoi, si vous refusez d'y aller. Il y a une forte pression sociale. Et puis vous avez vraiment l'air d'un moins que rien si vous refusez. Mais c'est pareil, même une fois qu'on est parti, vous savez comment sont les gens, des fois il y en a, ils se déballonnent. Ou au moment où de bastonner, ils prennent peur, etc. etc. Et c'est pareil, on n'est pas dans les armées étatiques, donc il n'y a pas, genre, on fusille les déserteurs, ou la garde 14, là, l'officier qui sort de la tranchée avec un revolver, derrière les mecs qu'on les fusille. Le revolver, c'est pas pour tirer sur les ennemis, c'est pour tirer sur les mecs qui avancent pas, vous voyez, c'est, bon, voilà. Donc il n'y a pas tout ça. Alors comment on fait? Pour se donner un peu de courage et de... Voilà, on va trouver des moyens un peu de se lier avant, faire une cérémonie, etc., pour se dire, allez les gars, on se trahit pas, on y va, voilà. Alors, ils rigolent maintenant, mais c'est après qu'il faut rigoler. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Aranda? Ils se réunissent, etc., ils font, et donc les hommes vont se taillader le pénis, les veines du pénis, et avec ça, avec le sang, ils vont tous se badigeonner les uns les autres. Voilà, et ça sera ça le serment. Et donc... suggérer qu'éventuellement, dans les organisations révolutionnaires, quand on a un truc un peu risqué à faire, etc., ça pourrait être, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez, mais ça pourrait être une façon de... Voilà, enfin, bon, voilà. Je mets ça à la discussion. Dernière forme judiciaire en Australie, c'est la bataille rangée, mais la bataille rangée... comment dire, tempéré. Et c'est là qu'on va retrouver mes affrontements de tout à l'heure, où je vous disais, il y a, les gens ils se sont tapés dessus, puis il y a eu 0 mort, ou 1 mort, 2 morts, etc. Et c'est des batailles qui sont en fait des duels collectifs. Vous voyez, le duel de tout à l'heure, là, il y a des règles, il y a des coups interdits, il y a des machins, et puis dès qu'il y en a un qui commence à être un peu esquinté, allez hop, on arrête, c'est bon. Et bien c'est pareil, mais en groupe. Alors en groupe, des fois 10 contre 10, des fois 50 sur 50-50, des fois 200 contre 200, et ça monte même à 800 contre 800. Vous imaginez, chez les chasseurs-cueilleurs, ça veut dire que les mecs se sont donné rendez-vous genre 1 an à l'avance, toutes les tribus du coin, et puis on va se taper dessus un bon coup pour restaurer l'amitié. Parce qu'en fait, c'est ça vraiment derrière. Alors des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais l'idée de base, c'est on va se taper dessus un bon coup, et puis après, on fait la fête ensemble, on s'occupe mutuellement de nos blessés, etc., etc., et on fait la bringue. Et exactement comme nous, on se réconcilie du genre allez, serrez-vous la main et on n'en parle plus, c'est mettons-nous une bonne fois sur la gueule, dans des limites à peu près raisonnables, et une fois que ce sera fait, on aura vidé notre querelle et on pourra reprendre les relations normales. Alors ça se fait, vous voyez, à la lance au boomerang, etc. Il y a différentes représentations. Il y en a une absolument splendide, qui est une peinture du 19e siècle, par un témoin, enfin une témoin en l'occurrence. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais moi, je l'ai souvent mise sur mon blog, ou etc. On peut la trouver sur Internet, et où on voit les gens, leurs armes, etc., etc. Enfin, on voit tout ça très bien. Alors, c'est là où on revient à ce que je disais suite à la question, comme ça, vous l'aurez entendu 2 fois. Finalement, tout ça, ça marche comment? Ça marche avec 2 principes de base. Le premier principe de base, c'est une justice par, je ne trouve pas le mot, mais enfin par rétorsion proportionnelle. C'est la loi du talion. Le principe de base de la justice aborigène, c'est tu m'as fait un tort, je te fais un tort équivalent, et si tu veux bien, on en reste là. Voilà, ça c'est la recette de base. Et soit dit en passant, pas du tout une originalité australienne, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans absolument toutes les sociétés sans État. Chacun met un peu sa petite sauce là-dessus, mais c'est le truc de base. Sauf que,
ce qui va compliquer un petit peu la chose, c'est que ce truc-là va être, comme je disais, modulé en fonction des relations sociales que vous avez avec les gens avec lesquels vous êtes en querelle. Et donc, si c'est des gens très proches, assez proches, etc., ben, il va y avoir tendance à atténuation de la réplique. Si c'est des gens avec qui on n'est ni copain ni ennemi, bah, ça sera la loi du talion, tarif standard, voilà. Et si c'est des gens avec qui on a des relations d'hostilité déjà bien installées, etc., tendance à escalader, etc. Alors la tendance à l'escalade, des fois il y a d'autres raisons. Une anecdote amusante. Normalement, quand vous tuez quelqu'un, vous en tuez un autre, voilà. Mais il y a des gens, vous les aimez tellement que vraiment, eux, quand on vous les tue, ou qui se tuent tout seuls parce qu'ils tombent de l'arbre, hein, voilà, mais quand on vous les tue, alors là, eux, ils valent plusieurs vies, quoi. Et donc, eux, voilà. Alors, il y a au moins un cas, enfin, il y a plusieurs cas dans la littérature, mais il y en a un qui est délicieux, c'est celui d'un missionnaire jésuite, un Italien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des objets aborigènes au musée du Vatican, chose étonnante, mais il y avait une mission à Perth, là, qui est la ville sur la côte ouest. Et le gars raconte qu'il était vraiment très aimé des aborigènes, il les soignait, etc. Vraiment, il l'adorait. Et il l'adorait tellement qu'il ne cessait de lui dire « Toi, quand tu mourras, je te jure, on en tuera 6 pour garder notre chagrin. » Et on sent le mec un peu flatté, mais en même temps quand même que les enseignements de Jésus-Christ ont quand même un peu du mal à... Donc dans ce truc-là, ben, on voit très bien comment la vendetta, alors moi j'ai écrit le feud parce que c'est, bon, voilà, mais tout ça c'est des synonymes, on n'a pas de mots en français d'aujourd'hui parce que ça a disparu depuis tellement longtemps de notre société qu'on n'a plus de mots pour parler de ça. Comment dire, je vois quelqu'un qui dit, non mais l'idée n'a pas disparu, mais la pratique... À Marseille, la vendetta, quand même... alors, ça dépend à quoi tu penses, mais si tu penses au truc des dealers, etc., c'est pas vraiment la vendetta, là, c'est des bagarres de territoire. Voilà. La vendetta, c'est tu ne cherches aucun gain économique ou etc. Tu fais la dissuasion, quoi. C'est si tu me fais un tort, je te refais le même tort, et voilà. Et tu ne te payes absolument pas sur la bête, tu n'en profites nullement économiquement, etc. Alors, en tous les cas, on voit comment il y a cette possibilité, je ne dis pas évidemment, ça n'arrivait pas à chaque fois, évidemment, mais comment il est possible que le principe de la vendetta, il y ait une escalade et qu'on arrive finalement à des authentiques guerres de vengeance. Alors, guerre de vengeance, ça commence avec je t'en tue 6 quand tu m'en as tué un. Et ça continue par on va leur passer une bonne fois pour toutes l'envie de recommencer, on va leur donner une bonne leçon. Et ça va jusqu'à, on va les exterminer du premier jusqu'au dernier, comme ça, ceux-là, ils nous feront plus chier. Vous voyez, c'est... voilà. Et on a tout ça, comment dire, il y a un récit, par exemple, alors c'est encore autre chose, mais un jour, un gars dans une île, il dit, il y a une inondation. Il y a une inondation considérable, il y a plein de gens qui meurent, enfin voilà, c'est les ressources, on a crevé de faim pendant 15 jours, etc. Et là, le leader nous réunit et il dit, bon, les mecs, ça va chier pour notre gueule, parce que c'est nous qui sommes chargés des cérémonies religieuses qui régule le niveau de l'eau. Voilà. Donc, tous les autres vont dire que c'est nous qui avons merdé. Voilà. Et donc, ils vont venir pour nous péter la gueule, pour se venger, parce qu'on est responsable de l'inondation. Donc, il faut qu'on prépare, il faut qu'on fourbisse les armes, il faut qu'on leur tourne une embuscade, etc. Et le mec raconte comment ils arrivent à ce que les autres s'avancent en croyant qu'il est tout seul, etc. Comment les autres se sont planqués dans les fourrés, etc. etc. Et vous voyez comment une guerre peut arriver. Alors, un truc intéressant, surtout quand on fait un peu d'archéologie, c'est qu'il y a donc cette idée qui traîne que finalement, jusqu'à l'âge du bronze, bon, des fois on se tape dessus, mais on n'a pas d'outils exprès. Donc on se tape avec ce qu'on a sous la main, entre guillemets, les couteaux de cuisine, les fourches, les fusils de chasse, etc. Mais il n'y a pas la guerre, la vraie, c'est pas encore là. Donc les armes de guerre, les vraies, c'est pas encore là. Regardons ce que font les Australiens. Déjà, quand les Blancs arrivent en Australie, ils voient que absolument partout en Australie, tout homme a un bouclier, ou plusieurs. C'est pas pour se protéger des kangourous, hein, voilà. Donc évidemment, c'est une arme défensive destinée au combat. Alors avec deux grands types, vous voyez, le type de gauche, c'est un bouclier un peu large et assez mince. C'est le bouclier que nous on connaît, etc. Et vous voyez, le type de droite, il est tout bizarre parce que c'est un bouclier hyper épais, comme ça, avec une poignée. Alors en fait, le bouclier de droite, c'est contre les coups de massue.
C'est pas, le premier, c'est plutôt contre les projectiles. Mais un coup de massue sur le bouclier de gauche, ça le fait éclater. Voilà. Le bouclier de droite, lui, il peut tenir les coups de massue. Donc voilà, première chose, tous les Australiens adultes, hommes, avaient des boucliers. Deuxième catégorie d'armes, les massues. Et là, on a une grande variété de formes, de tout ce que vous voulez. Mais il y a un certain nombre... Alors, il y a des massues qui servaient pour la chasse. Hein, de près, paf, on assomme le gibier, etc. Mais il y en a, c'est pas du tout pour la chasse. Par exemple, vous voyez, celui-là, il a une massue complètement coudée, comme ça. Pourquoi est-elle coudée? Eh oui, parce que l'autre a un bouclier. Voilà. Et donc, toute la technique, c'est d'arriver à un moment donné, crac, à contourner le bouclier de l'autre et lit-on, de lui en foutre un bon coup dans l'œil ou sur le crâne, etc., etc. Et donc, c'est une arme de combat, c'est pas du tout une arme de chasse. Il y a des trucs étonnants, par exemple, ça, c'est un hybride. C'est un hybride entre une massue et un boomerang. C'est-à-dire que le bout de la massue, le bulbe là qu'on voit, en fait, c'est assez plat. Donc, vous pouvez vous en servir en le gardant en main et en tapant. Déjà... Alors, je peux vous dire, j'en ai soupesé des massues australiennes. Il y en a au musée de La Rochelle. J'ai eu le droit d'aller dans les réserves et de tâter. Alors, je suis assez douillet, mais ça donne quand même pas très envie d'essayer en vrai, quoi. C'est des bois extrêmement denses, extrêmement durs. Et je vous assure, évidemment, ça n'a pas la solidité de l'acier, etc. Mais par rapport à un os humain, ça gagne à tous les coups. Et donc, le truc de droite... Vous pouvez soit vous en servir comme ça, voilà, soit le lancer, et à ce moment-là, ça fera un vol plané, et ça ira. Et pareil, les témoignages disent, ce truc-là, bien lancé, ça cassait net un bras ou une jambe. Sans parler de la tête quand ça arrivait dessus. Alors, l'épée, comme chacun sait, est née à l'âge du bronze. Tout le monde a lu ça dans les bouquins d'archéologie. Voilà mes Australiens, enfin je dis mes Australiens, c'est pas moi, mais voilà les Australiens, et dans un certain nombre d'endroits, il y avait une arme, alors qu'on appelle le gourdin épée, parce que c'est quand même en bois, évidemment, ils n'ont pas la métallurgie, mais qui est quand même une arme destinée à trancher, alors on l'aiguisait autant qu'on pouvait. Est-ce que c'était aussi performant qu'une épée en acier? Évidemment que non. Mais c'est pareil, face à des chairs nues, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas de protection, les Australiens. On n'a pas trop envie d'essayer. Et vous voyez la version à une main et la version à deux mains, qu'on manie comme ça. Alors, l'arme reine. Ah, pardon, le boomerang. Alors, il y a la version... il y a des versions de boomerang spécial combat, parce que le boomerang, ça peut aussi servir à la chasse. Alors, version spéciale combat, on a un témoignage extraordinaire, là, qui est une autobiographie d'aborigène qui a été recueillie, je crois, dans les années 40 ou 50, mais dans les coins où les Blancs étaient très très peu arrivés, donc le mec se souvenait encore de plein de choses. Voilà. Et il disait, ça, c'est l'arme des mecs d'en face, et avec ça, ils nous mettaient mais la misère. C'était leur arme secrète, etc. Alors, pour petite info, les Anglais appellent ce boomerang le Seven, parce que ça ressemble à un 7, et son nom australien, c'est le Kylie. Kylie, comme le prénom Kylie Minogue, là, connaissez éventuellement. Donc en fait, ça s'appelle Boomerang Minogue. Hein, voilà. Et donc, c'est ce type de boomerang. Alors pourquoi c'est l'arme fatale? Parce que quand on vous lance comme ça un boomerang, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le parer avec votre bouclier ou avec votre massue. Sauf que celui-là, quand vous essayez de le parer, qu'est-ce qui se passe? Le crochet se prend dans le machin que vous êtes en train de... Voilà, et spim, et ça arrive encore plus fort sur votre crâne, et ça l'éclate. Et le mec disait, avec ça, les mecs nous mettaient la terreur, et on n'arrivait pas à se défendre, etc. Alors, pour finir, à tout seigneur, tout honneur, les lances, qui sont l'arme par excellence en Australie. Et là, il y a tout un tas de témoignages qui disent il y avait différents types de lances. Alors, tout ça est variable d'une tribu à l'autre, hein, il n'y a pas de règle générale, mais partout, il y a différents types de lances. Et dans telle tribu, telle lance de tel type, on l'appelait ça, et c'était fait pour la chasse. Telle lance de tel type, on l'appelait comme ça, et ça, c'était fait pour la guerre. Et puis, celle-là était faite pour la guerre gentille, là, les duels collectifs, et puis celle-là était faite pour la guerre méchante, vous voyez. Enfin, et il y a tout un tas de tribus qui ont comme ça des lances spécialisées dans le combat, pas du tout attendu l'âge du bronze pour que des gens se disent, le jour où on se bat, il faut qu'on ait des armes adaptées. Alors, en gros, la règle générale, c'est que les armes pour la guerre,
c'est celle sur laquelle vous comptez pas vos efforts pour les rendre les plus efficaces possibles. Vous voyez, quand c'est pour le kangourou, vous dites, bon, je vais m'embêter à le fabriquer un certain nombre de soirées, mais qu'est-ce que ça va me faire comme gain d'efficacité sur le kangourou? Bon, ça se discute, et éventuellement vous employez un truc un peu moins bien, mais c'est pas grave. Voilà. Quand c'est pour aller se bastonner, en général, on lésine pas, parce que là, évidemment, c'est votre peau qui est en jeu, etc. Alors, parmi les procédés donc d'amélioration, ce qu'on voit en bas à gauche, là, c'est la barbelure qu'on appelle rapportée. Donc ça, c'est le système le plus simple et le moins chouette, hein, il faut bien dire ce qui est. Vous mettez une petite barbelure en angle à 40 degrés, là, vous ligaturez, et puis zou. Enfin, ça, c'est quand même le truc des fainéants. Hein, voilà. Donc, après, quand vous voulez que ça commence à devenir bien, vous faites des vraies barbelures gravées, comme les deux modèles qui sont au-dessus. Et là, ça prend des plombes et des plombes à fabriquer si vous voulez que ce soit bien fait. Et avant chaque combat, les mecs racontent que pendant 15 jours, on entendait tous les soirs dans le campement les mecs qui refourbissaient leur attirail, etc. Bah oui, bon. Alors, le truc un peu... Alors, il y avait d'autres combines. Il y avait des combines qui consistaient à prédécouper le bout de la lance. Vous voyez, pour le fragiliser. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle serait rentrée dans l'adversaire, s'il essaye de l'extraire, crac, le bout il reste, et voilà. Et alors le must du must, qui n'existait pas partout et tout, c'est le modèle d'en bas. Alors, vous voyez, en fait, le modèle tout en bas, c'est le modèle complet, et puis juste au-dessus à droite, c'est juste la tête grossie. Alors quel est le principe? Vous mettez au bout de votre lance sur 30-40 cm une substance un peu adhésive, de la gomme, de la résine, etc. Enfin, quelque chose qui va faire colle. Et puis vous insérez là-dedans ce que vous trouvez qui coupe. Des coquillages, du quartz, du verre, une fois que les blancs sont arrivés et qu'ils ont des bouteilles de whisky qu'on récupère, qu'on casse et on les met, voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer ce truc-là, en plus en lui imprimant un mouvement rotatif, les petits machins qui sont tout autour vont accroître le pouvoir de pénétration d'une façon absolument impressionnante. Il y a un témoignage d'un officier anglais 1789, un de ses hommes se fait attaquer par les aborigènes. Le mec c'est un colosse, d'après le témoignage de l'officier, le mec se fait traverser de part en part par une lance comme ça. Et donc si vous ne traversez pas de part en part, évidemment c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer quand vous extrayez la lance? Sur les petits morceaux de quartz, de verre, etc., il y en a qui vont rester dans la plaie, qui vont s'infecter, et si vous n'avez pas réussi à tuer votre adversaire sur le coup, bah, vous avez une chance que ça se fasse plus tard. Alors, ce qui est quand même assez étonnant avec tout ça, c'est que donc on a quand même un faisceau d'indices absolument considérable et voilà, qui fait absolument aucun doute. Qu'est-ce qu'on trouve en archéologie? Ça doit bien laisser des traces, tout ça. Eh bien, la réponse est assez drôle. À peu près zéro. Pas tout à fait zéro, mais à peu près zéro. C'est-à-dire que quand vous cherchez qu'est-ce qui reste de tout ça et qui nous montrerait qu'on a trouvé des guerres aborigènes dans le passé, réponse, que dalle. Alors, vous voyez, quand on trouve rien, c'est parce que des fois, il ne s'est rien passé, puis des fois bah, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est normal qu'on ne retrouve rien. Ça, c'est le truc dans les polars, vous savez, quelqu'un a disparu, on n'a pas retrouvé le corps. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de crime, ou est-ce que ça veut dire que le corps, on l'a bien fait disparaître? Vous voyez, c'est bon. Alors, la guerre aborigène, et je pense la guerre des chasseurs-cueilleurs en général, elle pose tout un tas de problèmes à l'archéologie. Alors, quel est le seul indice en Australie de combat comme ça qui date de plusieurs milliers d'années? On n'en a pas 50, on en a un. C'est à un endroit de l'Australie, il y a de l'art pariétal où les gens ont représenté des scènes de combat. Donc, vous voyez, c'est quand même assez net. Hein. Il y en a qui ont des... En fait, on ne voit pas... En bas à gauche, là, il y en a, ils ont des propulseurs, des espèces de bâtons avec des crochets comme ça. Et puis, on voit des lances barbelées qui traversent un certain nombre de corps. Je crois qu'il y a une 60aine de figurines sur le panneau. Et donc, voilà, là, il y a manifestement un combat avec des armes plutôt méchantes et qui implique quand même un certain nombre de gens. Et c'est tout. Voilà tout ce qu'on a. Pourquoi? On pourrait se dire, ben, on va retrouver des corps quand même. Les gens qui ont été tués, ils doivent bien être quelque part. Ah ben, ils doivent bien être quelque part, mais où? Parce que le problème, c'est que nous, on enterre les gens, on fait des cimetières, etc. Donc, bon, voilà. Et quand on fait des champs de bataille, ben, c'est éventuellement des milliers et des milliers de gens qui se sont fait tuer au même endroit. Ça va bien finir par se retrouver. Encore que, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais les historiens de Rome disent que, par exemple, il y a tout un tas de batailles romaines
dont on a la trace dans les textes, qu'on n'a jamais pu trouver en archéo. Alors que pourtant, c'était des gens qui se battaient par milliers avec des trucs en métal, etc., etc. Impossible de savoir où ça s'est passé. Alors là, le problème, c'est que les corps en Australie, en général, on les enterre pas. Et d'ailleurs, je dirais que chez la plupart des chasseurs-cueilleurs qui se respectent, l'enterrement, c'est un truc un peu marginal. Enfin, je veux dire, je le disais hier, pour tout le paléolithique supérieur en Europe, donc de Brest à Vladivostok et de moins 40 000 à moins 10 000, on a en gros 100 squelettes. Et la raison est extrêmement... On devrait en avoir beaucoup plus si on avait retrouvé tout le monde. La raison est extrêmement simple. L'énorme majorité des gens n'étaient pas enterrés. Il y avait d'autres rites funéraires. Typiquement, je sais pas, on vous met sur une plateforme et puis on attend que les animaux, les bactéries, les oiseaux, etc., vous aient bouffé, décomposé, etc. On vous crame. On vous momifie, on vous trimballe un peu, et puis au bout d'un moment, on vous jette, etc. Il y a des tas d'autres rites funéraires. Voilà. Le truc en Australie, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où, en plus, on fait de l'anthropophagie. Alors, 2 versions d'anthropophagie. La première, c'est on mange les siens. Donc, on a eu des morts. Quand ils sont morts, on les dépiote, on en mange un petit bout, par respect, etc. Deuxième version de l'anthropophagie, en général, qui ne coexiste pas avec la première, voilà, c'est on mange les ennemis. Et là, en général, c'est pour, vous voyez, prendre leur force, tout ça, pas trop, ça c'est la graisse rénale. Mais voilà, les éradiquer, les évanouir, dire qu'ils sont plus rien, que voilà, comme on bouffe les animaux, on bouffe les ennemis. Et il y a un tas d'endroits en Australie où on bouffait les ennemis. Alors vous voyez que tout ça, c'est bien gentil, mais pour les archéologues, ça ne fait pas leur affaire. Parce qu'aller retrouver les cadavres dans des conditions pareilles, résultat des courses, on ne retrouve absolument rien, ni charnier, etc. Et même les cadavres individuels, le premier cadavre tué à coups de lance en Australie, c'est en 2007 qu'on l'a retrouvé. Vous voyez, donc, et c'est le seul. Vous voyez, c'est vraiment des trucs... alors lui, aucune raison de penser que c'était pendant une guerre, il était tout seul. Il s'est manifestement fait buter par la fameuse lance dont je vous parlais avec les petits morceaux de silex là, ou de quartz, etc. Mais ça peut très bien être une vendetta, ça peut très bien peut-être une peine de mort, même si c'est probablement pas ça. Mais enfin voilà, mais il n'y a aucune raison de parler de guerre dans ce cas. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, problème quand, avec l'argument archéologique que je disais au début, vous savez, si on ne retrouve rien, c'est bien qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est qu'il y a un certain nombre de filtres qui peuvent faire qu'on ne retrouve rien, même si ces gens-là faisaient des guerres ou des bastons un peu sérieuses. Première chose, les gens font de l'art, encore faut-il qu'on retrouve ce qu'ils ont fait. Nous, vous savez, l'art paléolithique, on retrouve ce qu'il y a au fond des grottes, une partie de ce qu'il y a au fond des grottes. Là où les chauves-souris ont chié, on ne retrouve plus rien. Voilà. Un tout petit peu de choses qui étaient faites dehors, des plaquettes, des petites statuettes. Il y a plein de trucs qui étaient faits en plein air. Voilà, c'est perdu définitivement. Et il ne faut pas s'imaginer que les mecs faisaient de l'art que dans les grottes. On retrouve que ça. Voilà. Et par exemple, quand vous faites de l'art, vous avez des sujets de représentation, etc. Il se trouve que les Australiens, dans un coin, ont représenté probablement des scènes de leur vie. Nous, nos paléolithiques à nous, vous voyez, c'est des bisons, des chevaux voilà, qui flottent dans l'air, voilà, et pour ainsi dire, pas de bons hommes. Voilà. Et donc, aller apprendre quelque chose de la vie quotidienne au temps de Lascaux en regardant les fresques, c'est mort, parce que leur art ne représente absolument pas ça. Deuxièmement, évidemment, même quand ça représente des gens qui se battent, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'était un récit mythique, etc. Allez savoir. Deuxième truc, des corps. Alors j'ai mis un gros mot là, taphonomie, c'est le mot technique en archéologie pour dire les conditions de conservation. Oui, des gens qui sont morts il y a 2000, 5000, 10 000, 20 000, etc. ans. Est-ce qu'ils ont été bien conservés de manière à ce qu'on puisse passer derrière et dire « Ah tiens, lui, il est mort d'un coup sur le crâne et tout ?» Et en fait, il faut tout un tas de conditions pour ça. Alors, des fois, ça arrive, et puis plein de fois, ça n'arrive pas, et puis plein de fois, on retrouve même pas les corps. Donc, la question est réglée. Vous savez que dans un endroit comme Karnak, par exemple, qui est beaucoup plus près de nous, enfin, Karnak, c'est moins 5000, on a des monuments extraordinaires là, on n'a pas un seul Maccabée. Enfin, s'il y en a eu un ou deux. Le sol est acide. Les os disparaissent et voilà, et on n'a pas les habitations, on n'a pas les Maccabées, on n'a rien de tout ça. Voilà.
Deuxième problème, les gens ne font pas toujours ce qui arrange les archéologues, et donc au lieu d'enterrer bien sagement les morts, les ennemis, de faire des cimetières militaires bien rangés comme nous on fait, etc., et ben vas-y, ils les font bouffer par les oiseaux, ils les bouffent eux-mêmes, ils les brûlent, etc., et vous passez derrière, vous ne trouvez plus rien. Et puis troisième problème, est-ce qu'on retrouve les armes? Alors, question numéro 1, les armes australiennes sont pratiquement toutes exclusivement en matière végétale. C'est du bois et assimilé. Donc ça c'est bien simple, au bout de quelques dizaines d'années dans des conditions normales, il n'y a plus rien. Je vous disais, chaque Australien avait un bouclier, etc., quand les Blancs sont arrivés. Combien on a de boucliers dans l'archéologie australienne? Zéro. Les mecs sont là depuis 55 ou 60 000 ans. J'ai pas dit, mais Sapiens est arrivé en Australie avant d'arriver en Europe. Ils sont là depuis très très longtemps. Donc, que dalle. On a en tout et pour tout, je crois, une centaine ou 150 objets en archéo australienne. Et encore une fois, enfin en bois, parce que le bois, il faut un coup de bol terrible pour que ça se maintienne. Et comme la quasi-totalité des armes australiennes, il y avait un tout petit peu un coin où ils avaient des lances avec des pointes en pierre, mais c'était vraiment un coin marginal, bah, tout le reste, les armes, on ne les retrouve pas. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que même quand on les retrouvait, allez savoir si c'était une arme de chasse, une arme de guerre ou une arme des deux. Comprenez, quand on tombe sur un bouclier et une épée de bronze, là on dit, ça c'est sûr, ça ne servait pas à faire de l'agriculture ou de la chasse au lapin, voilà, et on ne se trompe pas. Le problème, c'est le raisonnement inverse. C'est de dire, si on ne retrouve pas un truc que nous, on identifie formellement comme arme de guerre, donc c'en était pas. Ben non, on n'en sait rien en fait. Et en particulier, par exemple, au Paléolithique, on retrouve des lances barbelées. J'y reviendrai éventuellement. Il y a eu un collègue qui a eu l'idée de se dire, est-ce que l'invention des lances barbelées a changé les espèces chassées? On pourrait s'attendre à ça, que ce soit une innovation technique et que du coup, la proportion des bestioles soit plus la même. Ça permet, je ne sais pas moi, de taper plus dans le gros gibier, etc. Conclusion du collègue, aucune modification des espèces chassées suite à l'invention du barbelé. Des barbelures, je crois plutôt on dit. Hypothèse, est-ce que les barbelures n'auraient-elles pas servi à autre chose qu'à la chasse? Vous voyez, on a le droit de se poser la question. On n'a pas le droit d'y répondre. Hein. On peut juste répondre, on ne sait pas. Voilà. Mais en tous les cas, il ne faut pas fermer la porte et il ne faut pas dire il n'y avait pas d'armes de guerre. La preuve, les armes qu'on retrouve, on n'est pas sûr qu'elles servaient à la guerre. Vous voyez, ce n'est pas le bon raisonnement. Alors, pour finir sur tout ça, presque, j'y suis presque. Premier niveau de la conclusion, ben vous voyez que les aborigènes australiens posent un problème aux trois arguments qu'on mobilise généralement pour dire les chasseurs-cueilleurs, ça ne fait pas la guerre. Premièrement, c'est un cas ethnologique indubitable de chasseurs-cueilleurs qui font la guerre. Je dis en passant, les fameux San Bushman du sud du Kalahari, si gentils, si aimables, si tout ce que vous voulez, et d'une, même quand ils ont été étudiés, ils avaient un taux d'homicide supérieur à celui des pires quartiers du Bronx. Donc ils sont aimables, mais voilà. Alors c'est sur des tout petits chiffres, hein, on est d'accord. Mais enfin quand même de temps en temps ça se tuait. Et puis surtout, c'est des gens qui avaient quand même été ratatinés depuis longtemps par des voisins plus puissants qu'eux. Et donc vous voyez, il y a une partie des chasseurs-cueilleurs qu'on voit en ethnologie. Est-ce qu'ils sont pacifiques ou est-ce qu'ils sont pacifiés? Voilà. Et les ethnologies qu'on a sur les Bushmen d'il y a un siècle ou deux en donnent une image beaucoup plus rugueuse. Et voilà, là, en tous les cas, les Australiens, ça fait aucun doute, voilà des chasseurs-cueilleurs qui se battent de différentes façons, y compris en faisant des vraies guerres, et j'ajouterais des vraies guerres d'extermination par moment, on en a des témoignages. 2, ils ne se battent pas pour la richesse, ils ne se battent pas pour piller, ils ne se battent pas pour faire des captifs, ils ne se battent pas pour conquérir des territoires, ils ne se battent pas pour imposer leur religion, etc. Bref, ces gens-là n'ont aucune raison civilisée de se battre. Ouais, mais ils en ont une autre, c'est la vengeance. Et mine de rien, c'est un ressort extrêmement puissant dans ces sociétés. Les groupes, j'y reviendrai, sont quand même isolés les uns des autres, alors même s'ils ont des proches voisins, mais enfin, plus vous allez loin, plus les gens, et au passage, assez facilement, les gens que vous ne connaissez pas, c'est même pas des vrais humains.
tout le monde sait qu'il y a plein de noms de tribus dans le monde qui veulent dire nous les humains, sous-entendu les autres c'en est pas vraiment, alors en général avec un dégradé, hein. Il y a ceux ils sont pas vraiment comme nous, ils sont presque comme nous, ils sont pas trop mal quand même, ceux-là, voilà. Mais après il y a ceux-là, alors ceux-là franchement ils font un mariage, c'est n'importe quoi, etc. Enfin bon, je vous en dirai éventuellement 3 mots, mais la xénophobie, la déshumanisation de l'autre, etc., c'est pas du tout des trucs qui ont été inventés avec le capitalisme, etc. Hein. C'est vraiment des trucs qui viennent de très très loin. Et puis, alors, l'autre truc que j'ai pas dit, les Australiens ne le font pas, mais on a des endroits où les gens, c'est pas vraiment de la guerre, mais ils se tapent dessus et ils se chassent pour acquérir des substances corporelles. À savoir, il y a un exemple très 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 connu, c'est les Jivaros, les Indiens d'Amérique latine, là, la chasse aux têtes, vous savez, les fameuses petites têtes réduites, là, voilà. Mais en fait, il y a plein d'endroits où ça se fait, et en particulier en Asie du Sud-Est, et là, vous allez donc... c'est pas vraiment de la guerre parce que vous y allez pas pour ratatiner tout le monde, leur imposer un truc, ça. Vous allez pour prendre une, deux, plusieurs têtes. Voilà. Et pourquoi vous prenez des têtes ? Parce que c'est bien connu, ça fait pousser les palmiers, ça fait grandir les enfants, ça éloigne les maladies, etc., etc. Je m'étonne que vous... Voilà. D'ailleurs, il y a un fonctionnaire anglais qui demandait un jour à un mec, il a dit, mais quand même... pourquoi vous faites ça ? L'autre il dit, voilà, parce que ça nous protège, c'est bénéfique, etc., etc. Et comme il voit que le fonctionnaire anglais a l'air assez sceptique, l'autre ajoute, il dit, et la meilleure preuve que ça marche, c'est que depuis que les Anglais sont là et nous ont interdit de le faire, on a des tas de maladies qu'on n'avait pas avant. Troisième point, un proverbe archéologique connu, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Alors il faut pas, évidemment, il faut le manier avec précaution, mais en archéo, c'est, comme dans la vie d'ailleurs, c'est pas parce qu'on ne retrouve pas de traces que ça ne s'est pas produit. Il faut se demander quelle est la probabilité qu'on retrouve des traces étant donné l'événement en question. Alors évidemment, il y a des fois on dit non, c'est pas possible. S'il y avait eu, je sais pas moi, si on disait les aborigènes ont eu la métallurgie, et c'est pas parce qu'on n'en retrouve pas que c'est faux. Alors, elle dit non, parce que quand même la métallurgie, ça se conserve bien, il y a des infrastructures, voilà, et ça on devrait retrouver. Mais par contre, vous voyez un truc comme la guerre, dans les conditions d'une société de chasse-cueillette avec des petits groupes mobiles qui font des trucs en matière végétale et qui ont des rites funéraires qui ne sont pas l'enterrement, quelle probabilité vous avez de retrouver une trace ? En réalité, elle est extrêmement faible. Ça ne veut pas dire que ça prouve qu'il y en a eu, hein. Ça veut dire que ça prouve qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Alors, ça je l'avais dit, voilà, ça j'en ai parlé, donc les fameuses barbelures, voilà. Soit dit en passant, il y a un cas archéologique qui n'est pas connu du tout, mais qui mériterait de l'être, qui a été, entre guillemets, déterré il y a 3-4 ans maintenant par 2 collègues français. C'est la grotte du Placard en Charente. En fait, c'est une grotte qui a été fouillée au 19e, très mal, c'est-à-dire avec les techniques de l'époque, genre on déblaye tout, et puis après on tamise pour voir ce qu'on a trouvé. Évidemment, du coup, on ne sait plus du tout où c'était, enfin voilà, c'est un vrai bazar. N'empêche que, il y a ici les restes des... Alors ça, c'est moins 20 000, hein. Donc c'est vraiment beaucoup plus vieux que tout ce qu'on a en archéo. Les cas africains dont je vous parlais, c'est moins 10 000. Donc vous voyez, là, on est beaucoup plus en avant. Et donc on a retrouvé les restes d'un certain nombre de gens, je crois qu'il y en a 15 ou 20, si je me rappelle bien, je ne sais plus, systématiquement cannibalisés et dont les crânes avaient été systématiquement découpés. Et ça, en ethnologie, quand vous voyez des trucs comme ça, il n'y a quand même pas 50 hypothèses qui s'imposent. En gros, vous avez été prendre des ennemis, vous les avez bouffés et vous avez découpé leur crâne pour boire un coup à la fin, pour faire une bonne fiesta, pour arroser ça. Et ça se retrouve dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Et donc, alors, est-ce qu'il faut appeler ça de la guerre ou pas ? Ça, c'est une autre discussion et à mon avis, probablement pas. Mais en tous les cas, des relations d'hostilité, homicide, etc., on a probablement une preuve archéologique très ancienne avec ce truc-là. Alors, juste pour finir, la morale de cette triste histoire. J'ai déjà démoralisé tout le monde hier avec l'ancienneté de la domination masculine, qui n'a rien de démoralisant. Et ça, j'insiste là-dessus, justement, c'est ça le truc, c'est... On a tendance à réagir en disant « Ah, si c'est vieux, mais alors ça veut dire que c'est abominable et que c'est foutu. » Alors, abominable, oui, probablement. Enfin, de toute façon, jusque-là, l'humanité n'a pas vécu que des rapports aimables et voilà, ça, c'est une certitude.
Est-ce que ça compromet l'avenir? Absolument pas, et c'est ça qu'il faut piger. Alors, c'est pas parce que c'est vieux que c'est inéluctable. C'est deux choses différentes. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je voudrais vous donner deux citations intéressantes. Première citation. Ce qui était en dehors de la tribu était en dehors du droit. Là où n'existait pas expressément un traité de paix, la guerre régnait de tribu à tribu. Et la guerre était menée avec la cruauté qui distingue les hommes des autres animaux et qui fut seulement tempérée plus tard par l'intérêt. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que l'intérêt plus tard? C'est qu'il y avait des richesses à piller, et tempéré comment? Au lieu de tuer les gens, on les réduit en esclavage. C'est ça que l'auteur dit. Deuxième citation. Les tribus de chasseurs ne sont pas à même de constituer des organisations politiques considérables. Il est inévitable que des luttes plus ou moins sanglantes se livrent pour résoudre même des litiges qui, dans une société civilisée, pourraient être facilement réglés par le juge de paix. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous illustrer. Est-ce que vous avez une idée de qui a écrit ça? Engels. Alors la première, Engels dans l'origine de la famille, et deux, Plekhanov dans je ne sais plus lequel, les questions fondamentales. Alors vous voyez, ça c'est rigolo. Parce que tout bon marxiste sait que la guerre est arrivée avec le néolithique, les classes sociales, etc. Hein, on a tous appris ça, on relit tout ça, c'est une évidence, c'est à partir du moment où il y a le surplus, le machin, etc., que tous les ennuis de l'humanité commencent, etc., etc. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'écrivaient les pères fondateurs. Alors, les pères fondateurs, ça prouve ni qu'ils ont raison, ni qu'ils ont tort. Hein. C'est pas le pape, c'est pas parce que c'est eux qui l'ont écrit que... Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il s'est passé un truc assez étonnant. C'est que ce qui était une évidence à la fin du 19e siècle, à savoir la guerre date du fond des âges, et vous voyez comment parle Engels, il dit la guerre avant le néolithique, c'était pire, parce qu'on se tuait systématiquement. C'est seulement après qu'on a fait la guerre un peu plus sympa. Engels, quand même, je ne pas fait avoir, c'est bien lui. Ouais. Et petit à petit, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un basculement, on a pacifié le pré-néolithique. Et c'est marrant parce que ça s'est fait sans que jamais personne écrive un livre en disant « Voilà, on pensait ça avant, on a écrit des conneries pour telle et telle raison, donc voilà comment ça se pose. » Ça s'est fait à bas bruit, ça s'est imposé tout seul et c'est devenu la vérité évidente, admise, etc. Mais voilà, vous voyez que, en tous les cas, je pense que vous n'osez pas soupçonner Engels et Plekhanov de penser que parce que la guerre était très ancienne, donc c'était foutu, le socialisme n'était pas possible et tout ça était inéluctable. Ben voilà, donc si Engels et Plekhanov ne le pensaient pas, il n'y a pas de raison qu'on le pense à leur place. Donc voilà, soyons en quelque sorte rassurés. Soit dit en passant, du coup, c'est pas inintéressant de voir que la séquence de raisonnement, hein, donc quand on est... marxiste ou progressiste, parce que ça dépasse bien le marxisme, cette affaire moderne, enfin contemporain, on a tendance à raisonner comme ça. Donc c'est le scénario que j'ai appelé du surplus, hein, parce que c'est cette histoire de surplus qui est au centre de tout le raisonnement. Je suis personnellement assez rétif à ce machin-là, mais ça nous entraînerait ailleurs. Alors, en tous les cas, l'idée c'est de dire, au départ, il n'y a pas de conflit entre les groupes humains, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Hein, donc les chasseurs-cueilleurs, pourquoi voudriez-vous qu'ils se battent? Ils n'ont qu'un intérêt à le faire, donc ils ne le font pas. Arrive un problème, c'est que le progrès technique fait naître l'agriculture, la sédentarité, le surplus, la richesse, les stocks, paquet cadeau avec tout ça, les inégalités et le pillage. Et puis les besoins de main-d'œuvre, etc., etc. Et bref, à ce moment-là, on se met à faire la guerre. Je rappelle, c'est absolument pas ce que Engels raconte. Hein. Il a tort ou il a raison, mais il faut quand même s'en rappeler que c'est pas ça qu'il dit. La guerre apparaît, mais heureusement, le progrès technique ne s'arrête pas là, et social ne s'arrête pas là. On est dans une société qui est en train de s'internationaliser, de se socialiser, etc., etc., et qui donc jette les bases, enfin, d'une humanité mondiale, etc., où les conflits et nationaux et de richesses, etc., auront disparu, et où donc on sera débarrassé de ce fléau. C'est pas idiot, mais le problème c'est que ça colle pas, enfin le début colle pas avec les faits, hein, c'est juste ça. Donc vous voyez qu'on peut très bien substituer à la place un deuxième scénario qui n'est pas moins marxiste, moins matérialiste, moins tout ce qu'on veut que le précédent, mais qui a à mon avis le mérite de coller davantage avec ce qu'on sait, c'est dire la situation de départ, c'est celle de conflits intergroupes.
Pas des conflits intergroupes motivés par l'appât du gain, pas des conflits motivés par la domination politique ou par tout ce que vous voulez, mais des conflits qui sont causés par le fait que dans une situation où les groupes humains font 50 personnes, où le prochain groupe il est à 10 km, etc., vous n'avez pas de relation suivie avec les gens qui sont au-delà, et vous avez tendance à vous méfier d'eux. Et je vous signale que chez les chimpanzés vivent en groupe comme ça, fort hostiles les uns avec les autres. Voilà. Et les chimpanzés ne font pas la guerre pour le pillage ou pour quoi que ce soit, mais c'est leur fonctionnement social. Et c'est pas du tout le plus vraisemblable à mon avis, c'est que ce soit notre fonctionnement social de base. Et je vous disais, le degré de xénophobie était absolument invraisemblable. Alors, avec y compris tout le répertoire colonial, enfin c'est assez marrant, un aborigène qui dit alors les mecs de la tribu d'à côté, vous voyez, bon, nous on est des êtres humains civilisés, nous on a des sexes normaux, vous voyez, pas trop gros, quoi, voilà. Mais les mecs, pardon, c'est moi qui parle pas dans le micro, mais les mecs de la tribu d'à côté, c'est des bêtes, ils ont des sexes comme ça, et puis ils font l'amour avec les chiens, et puis etc. Et vous voyez, tout ce qu'ils se racontaient dans le répertoire colonial, etc., les aborigènes avaient une trouille absolument féroce de faire quelques dizaines de kilomètres hors de leur territoire natal. Parce que, c'est le mot qu'on retrouve partout dans les ethnographies, là-bas, c'est les wild blacks, c'est les noirs sauvages. Et ceux-là, ils vont nous bouffer, ils vont nous tuer, etc., etc. Et les colons blancs avaient un problème... parce que quand ils voulaient trimballer les troupeaux de moutons, etc., avec leurs aides aborigènes, les mecs disaient « Ah non, moi, passer 20 bornes, voilà, j'y vais pas, j'ai trop la trouille, etc. » Les Blancs ont fini par trouver la combine. Ils ont constitué des unités de police aborigènes en mettant des aborigènes d'autres tribus. Vous voyez, ils ont filé des flingues à certains gars de certaines tribus en leur disant vous voyez les mecs que vous ne pouvez pas blairer là, maintenant c'est vous qui allez faire les flics. Ils ont rapidement arrêté parce que évidemment ça défroyait dans tous les coins et que voilà. Alors, en tous les cas, on peut très bien penser, et à mon avis non seulement on peut, mais au vu de tout ce qu'on sait, on doit penser que la situation de paix mutuelle entre les groupes, enfin, je ne dis pas que c'était la guerre tout le temps, mais, et partout, et voilà, mais qu'en tous les cas, la guerre faisait partie de la gamme des possibilités dans bien des endroits et à bien des époques, voilà, que c'est quelque chose de très très ancien dans l'histoire de l'humanité, que là-dessus, la révolution néolithique et l'apparition du fameux surplus a éventuellement modifié, évidemment, les conditions de la guerre, son organisation matérielle, on a éventuellement changé les objectifs. Alors, c'est pas qu'on s'est plus battu pour la vengeance, c'est que en plus de se battre pour la vengeance, ou pour aller chercher des têtes ou des machins comme ça, on s'est mis petit à petit à se battre pour l'acquisition de richesses. Mais ça a pris du temps. Moi, j'ai trouvé des tas de sociétés où il y a de la richesse, etc., mais quand on se bat, c'est pas pour ça. Quand on se bat, c'est pour se venger, et puis c'est tout, et on pille rien ou quasiment rien. Voilà. Mais les gars, tant que vous y êtes, là, vous pourriez peut-être ramener des choses. Non, ça ne nous intéresse pas. On y va parce que c'est nos ennemis, c'est tout. On n'est pas là pour le business. Voilà. Bon, mais cela dit, évidemment, ça va changer les buts, à terme, les buts de guerre. Et ça n'empêche pas que la fin soit exactement la même et que toutes les transformations induites par la révolution industrielle, le capitalisme, etc., préparent les conditions d'un monde tout à fait différent, duquel les nationalismes et les guerres seront disparus. Ça ne pose aucun souci. Voilà, alors tiens, pour finir, une petite citation de Darwin, parce qu'il n'y a pas que les marxistes qui disent des trucs sympas. Darwin qui écrivait dans son petit coin de libéral anglais, « À mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, il n'y a plus qu'une barrière artificielle pour empêcher ces sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. » Alors vous voyez, c'est du marxisme délayé, enfin je ne sais pas comment dire, mais l'idée elle y est quand même. C'est pas parce qu'on part d'une situation qui à nos yeux n'est pas souhaitable, etc. C'est pas ça qui fait le raisonnement et c'est pas ça qui fait la fin du raisonnement surtout.
Voilà, alors pour finir, une petite page de publicité. Donc tout ça a fait un bouquin, y compris pour camarades anglophones, il y a la version en anglais. Et puis sinon, comme hier, j'ai toujours un blog qui s'appelle La lutte des classes, où je mets mon actualité, les bêtises auxquelles je réfléchis tout haut, etc. Et où j'essaye de répondre à tous ceux qui m'interpellent. Le moins inamicalement possible, donc à faire, mais enfin bon. Voilà, et j'ai fini, j'espère que...